Mesdames et messieurs, chers amis, merci, cher François, de m'avoir invité à Guidel. Et merci de m'avoir proposé de prendre la parole. J'y suis sensible. Je voudrais mais non, c'est un remerciement sincère. Je voudrais saluer, avant de commencer à vous parler, mesdames et messieurs, je voudrais saluer Marc et Geneviève, que je suis heureux de retrouver ici, après avoir souffert parfois avec eux, mais aussi beaucoup ri avec eux dans d'autres moments. Et en tout cas, après avoir pu pendant 3 ans compter sur leur loyauté, sur leur amitié, je crois, et sur leur efficacité. Donc vraiment, je les salue avec beaucoup d'amitié. Je suis très heureux aussi de retrouver Jean-Yves. Et heureux et impatient, Jean-Yves. Car tu as laissé entrevoir, discrètement, c'est vrai, mais néanmoins explicitement, que tu avais des talents aux platines. Et je crois comprendre que l'organisation de l'événement laisse une place importante à la dimension festive ce soir. Il faudra donc que tu nous montres que les Bretons savent tenir leurs promesses. Je voudrais rassurer Jean-Paul Mattei qui m'a vu saisir mon iPad. La semaine dernière, il m'a vu à Fontainebleau et quand j'ai saisi mon iPad, j'ai ensuite parlé pendant 1h30. Et donc il se dit, merde, ça va être... Enfin pardon, il se dit, zut, je vais y avoir droit encore pendant 1h30, t'inquiète pas, ça va être plus court. Enfin, je voudrais, et c'est le dernier que je voudrais remercier très, très, très sincèrement dans votre assemblée, saluer Jean-Louis Bourlange, car grâce à lui, nous savons désormais, nous avons participé à une réunion politique ensemble dans laquelle il a été dit que Jean-Pierre Chevènement et l'OTAN, c'était pareil. Et je crois, mesdames et messieurs, que personne ici, que personne au sein de l'OTAN, et que certainement pas Jean-Pierre Chevènement aurait pu imaginer une pareille correspondance. Je suis heureux aussi de retrouver Stéphane, je le salue avec amitié. Et je vais d'ailleurs revenir sur un certain nombre de choses qu'il a dit parce que je les partage tout à fait complètement. En tout cas, je suis heureux d'être à Guidel. Vous avez l'habitude de Guidel, ça fait 10 ans je crois que vous venez à Guidel. Moi, c'est la 2e fois. Alors la première fois, c'était un précédent. La 2e fois, c'est le début d'un usage. Et je m'en réjouis. Et donc, vivement la prochaine. Je rappelle à ceux qui l'ignoreraient encore, ce que j'ai appris, c'est pour ça que je le dis avec beaucoup de certitude, il y a quelques heures, que la devise de Guidel, c'était « loyal et fidèle toujours ». C'est fait exprès. Bien sûr. Loyal et fidèle toujours, donc très bien, soyons loyaux et fidèles toujours, en général, et à Guidel en particulier. Je suis venu au fond pour vous dire 2 choses. Et je voudrais les dire très simplement, très simplement. La première, et ça rejoint assez largement ce qu'a dit Stéphane, ça rejoint aussi assez largement ce qu'a dit François, ce qui veut dire que comme nous ne nous sommes pas concertés, ça veut dire que nous avons besoin de le dire et que nous le croyons tous les trois très sincèrement, l'esprit qui a présidé à la construction de la majorité présidentielle doit prévaloir. Quand je dis l'esprit qui a contribué qui a présidé à la construction de la majorité présidentielle, c'est cette idée qui est apparue progressivement. Comme toutes les grandes idées, elles se sont parfois heurtées à la réalité. Mais l'idée que nous allions construire une majorité présidentielle sur le fondement de 3 blocs, des blocs d'importance différentes, des blocs dont l'histoire était différente, dont le corpus idéologique était différent, dont l'âge de la formation politique était différent. 3 blocs différents, donc, qui avaient vocation à s'entendre, à se comprendre, à se faire confiance. Ça n'est pas rien, parce que dans la vie politique française et dans l'histoire de la constitution des majorités, on n'a rien inventé. Des coalitions, des regroupements, il en a existé dans le passé, et probablement en existera-t-il à l'avenir. Mais l'idée de ne pas se cantonner à un bloc
eh bien de reconnaître dans une majorité qui était marquée par l'idée du dépassement, par l'idée qu'il ne fallait pas rester assigné à son identité politique d'origine, même si on pouvait la respecter, l'idée de constituer un ensemble, c'est le cas de le dire, en 3 blocs, n'avait rien d'évident. Et l'idée, ça a été, je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin dans cette idée, ça a été de constituer un système dans lequel chaque bloc est libre et autonome, mais chaque bloc est relié par un lien qui n'est pas simplement un engagement verbal, pas simplement une déclaration politique, mais des liens structurels qui ne sont pas négligeables. Nous avons, au moment des élections législatives, et ça n'est pas rien, présenté des candidats sous une candidature commune. Sous une candidature commune. Et l'effet de cette candidature, c'était que lorsqu'ils se déclaraient en préfecture, comme ici, il y a des gens qui savent à peu près ce que c'est qu'une élection, je peux développer ce point-là, lorsqu'ils se déclaraient en préfecture, ils se déclaraient sous le nom Ensemble. Ça veut dire que, tout à fait conscients de leur appartenance à une formation politique, ils affirmaient, devant les Français, en toute transparence, que leur formation politique avait vocation à appartenir à un ensemble qui s'assumait comme tel. Pour la répartition des financements, pour les déclarations en préfecture, pour la répartition des investitures, c'est un travail d'une grande intensité et, à mon avis, d'un très grand intérêt qui a été réalisé par les 3 composantes de ce mouvement Ensemble. Et je voudrais, puisque nous sommes en Bretagne, et puisque nous sommes à Guidel, dire que ce moment de travail très intense avec François, avec Richard Ferrand, autre breton, je dis autre breton, pas parce que je suis breton, personnellement je suis normand, c'est assez différent. Je dis autre breton en regardant Jean-Yves, autre breton que je salue avec beaucoup d'amitié, avec la participation amicale mais ferme de Marc Fesneau, était un travail à la fois passionnant et sur lequel, je crois, nous pouvons construire beaucoup. Ça, c'est ce que je voulais dire. Et pour que cet ensemble, cette structuration de 3 blocs, je me méfie parce que François est en train de prendre des notes, pour que ça marche, il faut évidemment que nous tenions les engagements que nous avons pris. Très bien. Il faut que nous tenions les engagements que nous avons pris. Il faut que nous respections nos partenaires qui, sur l'essentiel, je rejoins assez naturellement François et Stéphane, sont d'accord, mais qui ont parfois des différences de vue, soit en interne, soit globalement avec leurs partenaires. Il faut qu'il y ait une relation qui soit une relation de respect et de confiance. Et c'est facile de s'engager, et c'est difficile d'avoir la discipline collective, de tenir cet engagement. Et donc, je veux dire 2 choses sur ce point. D'abord, que je ferai tout ce qui est en mon possible, exactement comme Stéphane l'a déclaré, et exactement comme François le fait, pour tenir cette discipline, cet engagement que nous avons pris. Et je voudrais saluer les efforts et la qualité du travail effectué par la Première ministre, Elisabeth Borne, qui est extrêmement attentive à cette discussion, extrêmement attentive à la qualité de nos échanges. Et comme je sais que c'est pas facile, je la remercie encore plus. Je vous assure. L'objectif, c'est évidemment pas simplement de se faire plaisir en constituant un ensemble à 3. L'objectif, c'est de pouvoir permettre la mise en place de quelque chose, ensemble, qui, de notre point de vue, avait vocation à la fois à élargir le bloc central et la majorité présidentielle, et d'une façon à l'enraciner. Et donc, ce qui est à l'œuvre dans cet ensemble, ça n'est pas simplement une tactique électorale de 2022, à mon sens. Ça n'est pas non plus une forme de stabilisation d'une majorité qui est apparue et est devenue une majorité relative. C'est véritablement, je crois, le support durable du rassemblement futur, de tous les éléments du bloc central, qui est indispensable si nous voulons à la fois conserver la maîtrise des affaires publiques et si nous voulons continuer à faire avancer notre pays. Et donc, je me félicite, et je voudrais le dire, du travail avec François. Intéressante, a-t-il dit, pour qualifier nos relations. Et ça, c'est juste.
c'est assez juste. Le moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'était pas forcément acquis. Il faut reconnaître. Ça n'était pas forcément acquis l'idée que ça puisse se passer bien. Nous sommes assez différents avec François. Nous avons, au moment des élections législatives, fait 2 concerts, une campagne électorale dans la belle ville, petite et belle ville de Tonnerre, dans l'Yonne, en Bourgogne. Et lors de ce meeting, qui était un assez beau meeting, parce qu'on était dans une très belle... enfin bon, bref. Lors de ce meeting, je me souviens avoir dit, et je pourrais le dire dans les mêmes termes aujourd'hui, qu'il y avait quand même beaucoup de différences entre nous. François est un littéraire, je suis un juriste, il est nul ne l'ignore, béarnais, je suis moi-même normand, et ce sont 2 caractères différents. Il est montagnard, je suis plutôt porté vers la mer. Il est, et il a raison de l'être, fier d'être au fond le dépositaire et l'incarnation la plus éminente de la famille centriste qui puise ses racines dans l'histoire politique de la France. Et je suis, pour ma part, plus sensible, sans être complètement insensible, à la famille centriste, car je suis normand. Mais oui, non, mais c'est vrai. Et rouennais. Enfin, je suis d'abord havrais. Enfin, c'est compliqué. Mais moi-même, plutôt sensible à la droite du libéralisme à la française et à la mystique gaulliste, parce qu'on ne se refait pas. Et donc, évidemment, toutes ces petites différences qui ne sont jamais rédhibitoires, heureusement, mais elles comptent. Si à ça, vous ajoutez quelques choix stratégiques différents dans la vie politique dans les 20 dernières années, eh bien, vous avez tout ce qu'il faut pour que ce soit plus compliqué. Mais... et au fond, c'est presque plus important, mais vous avez aussi un certain sens de la litote. Nous avons découvert avec François que lui qui parle couramment le béarnais et moi qui parle couramment le normand, les 2 langues avaient de fortes correspondances lorsqu'il s'agit de la litote. Et puis, encore plus sérieux, parce que je m'en voudrais de rester que sur un registre léger, je crois que nous partageons sur beaucoup de points, sur de très nombreux points, des convergences d'analyse et une volonté de ne rien lâcher pour qu'on essaie de s'en sortir, qu'on essaie d'avancer et qu'on essaie d'être à la hauteur des enjeux. Et ça compte même beaucoup, et ça compte même de plus en plus. Et donc, en dépit de tout ça, ou grâce à tout ça, je crois pouvoir dire, avec François, je crois aussi pouvoir le dire avec Stéphane, je crois surtout pouvoir le dire avec l'ensemble des parlementaires qui composent l'ensemble des 3 groupes, nous avons le substrat commun qui nous permet d'avancer. À la condition, je le redis, que nous fassions prévaloir toujours l'esprit qui a présidé à la construction de la majorité présidentielle. Ça, c'est la première chose que je veux dire. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que c'est très très bien de conserver cet esprit, c'est d'autant plus nécessaire que nous allons quand même être confrontés à des trucs assez bizarres. Et quand je dis bizarre, je veux dire rude, je veux dire difficile. C'est très facile en ce moment d'avoir un discours pessimiste, parce que toute la raison nous y conduit. Pour avoir un discours optimiste, il faut presque faire appel à des catégories intellectuelles qui sont moins la raison que la foi. Ça compte. Je ne veux pas dire le contraire ici, en Bretagne, mais c'est presque de cette nature-là. Nous allons faire face à des choses qui sont difficiles. François l'a dit avec beaucoup de clarté il y a quelques semaines dans un long article, dans une longue interview qui s'est vue et qui a fait à juste titre parler et réagir. J'avais moi-même, il y a quelques mois ou quelques années, parlé de tempêtes que je voyais venir. Jean-Yves a dit tout à l'heure, avec beaucoup de clarté, tous les bouleversements et les désordres du monde qu'il lisait dans les évolutions actuelles de notre société et de notre planète. Nous sommes en face d'une transformation liée à des facteurs extrêmement divers, au bouleversement géopolitique. Alors il y a à la fois la surpuissance chinoise, il y a à la fois le désordre russe en Ukraine, il y a l'avènement de plus en plus net
de plus en plus puissant et de plus en plus dangereux, me semble-t-il, d'idées selon lesquelles les démocraties occidentales, notre régime démocratique, celui auquel nous sommes attachés, et peut-être d'ailleurs pas suffisamment parce que ça fait tellement longtemps qu'il est là qu'on a l'impression qu'il sera toujours là, que notre régime démocratique, nos régimes démocratiques ne sont plus les mieux placés pour garantir à la fois la prospérité du monde et la stabilité du monde. Mais pendant très longtemps, on a pensé ça. On a pensé que de toute évidence, les régimes qui garantissaient cette stabilité et cette prospérité, avec en plus la liberté, c'était les régimes démocratiques. Et qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? À la fois en termes de prospérité économique, à la fois en termes de puissance militaire, et à la fois même parfois en termes de capacité à répondre aux enjeux de la planète, l'idée selon laquelle, au fond, nos démocraties seraient trop faibles, trop inefficaces pour apporter des réponses crédibles aux sujets que nous devons régler. Il y a là un changement intellectuel, une menace intellectuelle. Je ne partage pas du tout cet avis, je voudrais qu'on soit très clair entre nous. Mais cette idée-là, ce poison-là, cette remise en cause-là, elles sont extrêmement dangereuses et elles sont extrêmement puissantes. Bouleversement géopolitique ensuite. D'abord, urgence climatique. Urgence climatique, d'ailleurs, je constate qu'au fur et à mesure qu'elle apparaît, nous parlons de moins en moins de développement durable et de plus en plus d'urgence climatique. Je pense que dans l'évolution de la sémantique, il n'y a pas qu'un hasard. Il y a une signification profonde. C'est de moins en moins la question du développement durable qui se pose ou qui nous occupe, et de plus en plus la question de l'urgence climatique et de notre capacité à y apporter une réponse crédible, pas simplement une réponse, mais une réponse crédible, qui se pose. Vous l'avez tous vu pendant les campagnes. Et si vous ne le voyez pas pendant les campagnes, vous le voyez forcément soit pendant les déjeuners ou les dîners de famille, soit à chaque fois que vous allez dans une université ou dans une école et que vous vous prêtez au jeu de la discussion. Cette urgence climatique, elle est le sujet numéro 1. Et ce n'est pas une mode, le sujet numéro 1 des générations un peu plus jeunes que moi. Donc que nous. Et c'est un énorme sujet. Et c'est un énorme sujet qui va parfois jusqu'à remettre en cause l'idée de croissance, l'idée de progrès, l'idée de liberté politique, l'idée de liberté individuelle. La question de savoir, lorsque vous écoutez des gens qui ne sont pas forcément des extrémistes politiques, mais qui vous disent, au fond, l'état de la planète aujourd'hui impose que nous nous posions la question, qui est très politique, de savoir ce qui est nécessaire et ce qui est superflu, pour nous concentrer sur le nécessaire et pour abandonner le superflu. Mais mesdames et messieurs, politiquement, déterminer ce qui est superflu, c'est redoutablement complexe. Je ne suis même pas sûr que ce soit une bonne idée. Vous voyez bien les affres politiques dans lesquelles nous allons être plongés pour faire face à cette urgence climatique qui est indispensable. C'est assez facile, une fois qu'on a saisi l'ampleur du vertige, d'être un peu pessimiste. Et puis, il y a des effets puissants sur nos vies de phénomènes dont on parle trop peu. Je voudrais en citer 2, très rapides, parce qu'ils doivent nous faire réfléchir. Premier phénomène dont nous parlons vraiment très peu, au fond, mais que nous vivons tous les jours. L'impact des révolutions technologiques et des évolutions technologiques sur nos vies, sur la notion de liberté, sur la façon dont nous nous projetons à l'avenir. C'est proprement vertigineux. Toutes les semaines, tous les mois, on fait des découvertes scientifiques ou des applications nouvelles technologiques qui nous font passer insensiblement des frontières que nous pensions relativement posées, peut-être pas totalement fermes, parce que quand même, mais relativement posées, en matière de biotechnologie. Et le Parlement s'en fait l'écho, heureusement, et légifère, et heureusement, sur les questions de bioéthique. Mais en général, il légifère avec un peu de retard. Et le rythme auquel ces évolutions se propagent et se développent est proprement vertigineux. Qu'est-ce que c'est la liberté dans un monde où l'hyperconnectivité et l'hypertraçabilité deviennent la norme et accessible à tout le monde? Qu'est-ce que c'est la démocratie dans un monde où, au fond, les lieux communs de débat sont totalement émiettés et où les communautés, non pas par l'effet d'un choix, mais par l'effet d'un algorithme, finissent par se renforcer entre elles-mêmes? La démocratie, par nature, impose que nous sortions de nous-mêmes et que nous discutions avec des gens qui ne sont pas d'accord. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il faut bien les reconnaître, nous sommes dirigés vers des gens qui pensent comme nous. Et le renforcement des gens qui pensent comme nous donne le sentiment que on n'est pas tout seul, et donc on a raison. Et elle a une perversion terrible du débat public, terrible, et elle n'est pas la seule. Mais vous voyez bien que
la menace que cela fait peser sur le débat public, la menace que ça fait peser sur nos démocraties est absolument considérable. J'en arrête avec les révolutions technologiques, j'en viens à un deuxième phénomène, le phénomène démographique. Je passe sur l'explosion démographique à l'échelle de la planète. Je dis juste cette chose. Dans le quinquennat qui vient, c'est pas dans 20 ans, hein, dans les 5 ans qui viennent, le nombre d'écoliers, de collégiens et de lycéens, mais en vérité d'abord d'écoliers, ça ne va pas tellement se voir au niveau du lycée, ça va surtout se voir au niveau des écoles, va baisser de 500 000. 500 000. Bon, il y a beaucoup d'écoliers en France. Mais enfin, 500 000, ça va se voir. 500 000, ça n'est pas rien. 500 000, c'est une interrogation collective considérable sur le monde de demain. Personne n'en parle. On a tous, et ici d'ailleurs beaucoup plus qu'ailleurs, un attachement à la politique familiale. Non mais t'as vu, je me suis rattrapé quand même. Ici plus qu'ailleurs, un attachement à la politique familiale. Mais la vérité vraie, c'est que dans le débat public, la question de savoir le monde la France que nous nous préparons, à 20 ans, alors que nous sommes dans une génération très creuse, que nous devrons payer les retraites aussi dans 20 ans, semble presque déconnecté de la réalité. Donc quand on met tout à bout, et encore j'ai beaucoup de choses que je n'ai pas évoquées, on a le droit d'être un peu inquiet. Et on a d'autant plus le droit d'être inquiet qu'on affronte ces sujets dans une situation de relative fragilité. Relative fragilité. Alors, heureusement, elle n'est pas générale, cette fragilité. D'abord parce que la France, c'est la France, qu'elle a de la ressource, qu'elle est là depuis longtemps, qu'elle a des talents extraordinaires, et d'une certaine façon, nous la faisons vivre. Mais enfin, elle était là bien avant nous, elle sera là bien après nous, et elle a des caractéristiques qui font qu'elle a de la ressource, la France. Et puis aussi parce que, et Stéphane a eu raison de le souligner, on n'est pas resté les deux pieds dans le même sabot dans les 5 dernières années, et il y a un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre lors du dernier quinquennat. Il y a d'ailleurs un certain nombre d'actions qui ont été mises en œuvre avant le dernier quinquennat, qui étaient bien aussi. Hein. Il y en a d'autres qui étaient moins bien. Enfin, on n'est pas dans une dichotomie où nous, très bien, les autres, très mal. C'est pas vrai, c'est pas ça la démocratie. On a quand même réussi à renforcer un certain nombre de domaines. Bon, je dis l'apprentissage parce que c'est probablement ce qui me réjouit le plus. Mais enfin, il y en a beaucoup d'autres que je pourrais citer. Mais enfin, une fois qu'on s'est dit ça pour se rassurer, on est quand même face à des grandes fragilités. Les crispations sociales, nous abordons des crises redoutables avec un niveau de crispation sociale qui est quand même extrêmement élevé. Le malaise démocratique, qui est réel, dans la qualité du débat public, dans le lien que nos concitoyens tissent avec leurs représentants, dans l'espoir qu'ils ont que leurs représentants trouvent des solutions, et la capacité d'ailleurs à les accepter. Bref, à bien des égards, le malaise démocratique, il est perceptible et il est évidemment extrêmement inquiétant. Dans une certaine forme aussi de défiance de ce que nous sommes. J'ai toujours pris avec beaucoup de distance les gens qui vous expliquaient que la France, ontologiquement, c'était mieux que tout le monde, que d'ailleurs les Français étaient ontologiquement plus intelligents que tous les autres, et que circuler, il n'y a rien à voir. Et qu'on avait le meilleur modèle pour tout. Ça n'est pas vrai. Mais il y a en France, très fortement, et vous le voyez très bien, une forme de défiance de ce que nous sommes. D'absence de reconnaissance, d'absence de confiance, d'absence de plaisir, de joie et de fierté d'être ce que nous sommes. Et quand je dis ça, je n'appelle pas tout le monde à être naïvement extrêmement fier, mais je constate le pessimisme récurrent. Les Allemands ont un mot pour ça, l'espèce de honte de soi dans laquelle parfois nous nous complaisons, qui est d'ailleurs la contrepartie d'une fierté qui me semble souvent excessive. Et donc, il est absolument indispensable d'avoir conscience que notre tissu national, notre nation, bien loin d'être soudée autour d'un projet, elle est inquiète de ce qu'elle est, de ce qu'elle est devenue. Le fondement, je prends 2 sujets très vite, des choses qui apparaissent comme des fondements de ce qu'est notre pays. L'école, la sécurité sociale. L'école depuis longtemps, la sécurité sociale depuis 1945. Enfin, vous avez là 2 fondements. L'idée de dire que nous nous sommes organisés pour avoir une puissance publique, l'État pour l'école, et l'organisation sociale pour la sécurité sociale, qui sont capables de répondre à des besoins essentiels. La santé d'un côté, l'école de l'autre. Et bien, ces 2 piliers, ces 2 fondements, ils sont tous les 2 en crise profonde. Les gens les regardent en se disant « ils ne fonctionnent plus comme ils devraient, je n'y trouve plus mon compte ».
l'éducation et tout ce qu'elle devrait amener à mes enfants n'est plus garanti dans des conditions qui me paraissent raisonnables. Et beaucoup de nos concitoyens pensent ça. Et l'accès aux soins et la qualité du soin n'est pas en cause. En général, elle n'est pas du tout en cause. Mais l'accès aux soins est redoutablement complexe. Et dans le genre petit élément venant dissoudre la confiance et éroder la force du tissu national, il n'y a pas mieux. Donc vous avez ces deux piliers en crise et vous avez cette défiance qui se poursuit. Et si vous ajoutez à ça une addiction à la dépense publique qui nous a conduit à avoir des dettes qui sont importantes, là aussi thème que François connaît par cœur et qu'il développe depuis longtemps, que je partage avec lui, eh bien nous attaquons une période difficile avec des fragilités. Elle ne condamne en rien notre pays, elle ne nous condamne en rien, mais ne pas les voir serait dangereux. Ne pas les voir serait même probablement irresponsable. Je prends un petit mot, mais j'irai très vite, sur les retraites. Pas du tout pour dire ce qu'il faut faire, le débat a lieu, j'ai pas envie de rajouter une petite phrase. Je veux simplement vous dire ça. Ça fait... La première fois que j'ai entendu parler de la question des retraites, j'étais en seconde. Et c'était il y a longtemps, croyez-moi, malheureusement. C'était en seconde et c'était mon professeur d'économie qui était au tableau. Et je peux vous dire qu'il n'y avait pas d'informatique. Hein. Il était au tableau, il nous a fait des courbes et nous a dit, vous voyez, ce système de retraite, eh ben, un jour, il va y avoir un problème parce que de plus en plus, c'est la démographie, tac, tac, tac. Donc, il va falloir régler le problème. C'était presque simple sur son tableau. Nous sommes un pays où depuis, autant que je m'en souvienne, 35 ans, 37 même si je compte 37, où nous savons qu'il y a un problème, où nous essayons de le régler, où parfois nous apportons des pierres dans l'édifice et d'une certaine façon tant mieux, mais où ce problème est devenu constitutif de la crise de nerfs nationale, de notre incapacité à appuyer nos décisions sur des chiffres et avoir un débat rationnel. Et je le dis avec beaucoup d'humilité, parce que j'ai beaucoup cotisé sur le sujet. Pas pour le système de retraite aussi, mais sur le sujet. Donc je le dis avec beaucoup d'humilité. Je ne dis pas du tout que moi je sais ce qu'il faut faire et que les autres ils ne savent pas. Ce n'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que collectivement, notre pays, depuis 35 ans, est empêtré dans un sujet dont je me permets d'observer qu'il a toujours été réglé dans tous les pays comparables de la même façon. Ce qui devrait quand même nous laisser penser que, vous voyez, il doit y avoir des solutions. Eh ben non. On tergiverse, on se perd, on hésite, on critique, et on a le droit, on manifeste, on a le droit aussi, et finalement, on ne règle pas un problème. D'une certaine façon, il ne faut pas s'étonner que les générations les plus jeunes nous disent « Écoutez, l'urgence climatique, c'est vraiment compliqué à résoudre, et vous n'y arrivez pas ?» Ça, c'est plus simple, hein. Les gens, ils l'ont déjà réglé, et vous n'y arrivez pas non plus. Donc l'urgence climatique, vous n'y arriverez pas. Donc il y a un problème, vraiment, de capacité à faire avancer les choses, et les retraites s'inscrivent dans ce sujet. François a dit très clairement, et c'est parfaitement respectable, et en plus c'est fondé sur une analyse qui est souvent juste, sa position. Moi j'ai dit, avec le même souci que François d'arriver à la réforme, et la même lecture des difficultés qu'il a pointées, que quoi qu'il arrive, nous soutiendrions fermement le gouvernement. Mais décidons vite. Ne laissons pas dériver ce sujet, cette hésitation. Décidons vite et faisons en sorte que soit on bouge rapidement, soit on bouge un peu moins rapidement, mais disons comment nous allons faire. Nous n'avons pas besoin de rajouter des hésitations à un sujet qui est déjà assez compliqué, me semble-t-il. Voilà ce que je voulais vous dire et voilà les sujets qu'on pourrait développer sur l'école, sur la justice, sur la santé. Mais je serais trop long si je continuais. Alors je voudrais terminer par ceci qui intéresse Stéphane, car la semaine dernière j'étais au congrès qui a permis la naissance de Renaissance. On peut le dire comme ça. Et je voudrais dire combien je trouve que c'est un nom extraordinaire. Renaissance. La Renaissance, dans notre imaginaire, dans notre histoire, dans notre culture, la Renaissance est très fortement associée à l'humanisme, Stéphane a eu raison de le dire. Et l'humanisme, dans le monde dans lequel nous vivons, n'est pas moins important que dans le monde dans lequel cette valeur est née. Il y a quelque chose qui m'a toujours paru
Non, je ne devrais pas dire ça parce que si je le dis, ça va être mal interprété. Non, je ne vais pas le dire. Non, non. Non, mais c'est sur le fait que j'ai toujours été un peu agacé qu'on pense que la Renaissance n'était que l'humanisme. Il y a eu des trucs terribles pendant la Renaissance. Non, mais terribles. Et que le Moyen-Âge aurait été par définition la période la plus sombre de notre histoire. Alors qu'il y a eu des trucs glorieux pendant. Bref, une fois qu'on a dit ça, et j'enlève toutes les analogies que vous pourriez entendre, je reviens à cette idée que la Renaissance me paraît glorieuse, pas simplement pour l'humanisme, mais parce qu'elle est un moment, et elle est un moment qui nous dit beaucoup de choses sur notre situation aujourd'hui, où au fond, deux idées vont s'imposer, je crois, et se parler, l'idée de fondation et l'idée de réconciliation. Comme je savais que j'allais venir ici, j'ai lu récemment un bon livre que je vous recommande, qui est une biographie d'un roi qui était très, très, très lié à une ville du Béarn. Henri IV, le roi libre, dit l'auteur qui dédie le livre aux amoureux de la réconciliation. Bon. Eh bien, si on regarde les deux grandes figures de la Renaissance française, c'est François Ier et Henri IV. Et au fond, qui ont chacun leur part d'ombre. Hein. Surtout François Ier, d'ailleurs. Non, mais François Ier, il a des parts d'ombre. Et il a des moments glorieux, il a fondé Le Havre. Donc on lui pardonne tout. Mais non, ce sont deux figures, je vais très vite, pardon. Ce sont deux figures qui existent par l'idée de fondation et par l'idée de réconciliation. La fondation d'un État, François Ier et Henri IV sont pénétrés de l'idée qu'il faut créer une forme d'État qui va devenir l'État moderne. La fondation par la culture, c'est l'édit de Villers-Cotterêts, dont aujourd'hui on retient simplement l'article qui explique qu'on va écrire tout en français, enfin, qui dit plein d'autres choses, et pas toutes glorieuses, mais enfin, qui dit ça. Le Collège de France, c'est-à-dire l'idée que le savoir et la connaissance ne doivent pas être réservés à la Sorbonne et à l'université. C'est incroyable, et la ville du Havre, mais je dis, je ne peux pas l'oublier. C'est une idée d'une incroyable modernité, me semble-t-il, donc la fondation. Et puis Henri IV, c'est la réconciliation. Et comme vous allez tous vous jeter sur le livre, qui est d'ailleurs épuisé, François. En tout cas, moi, je n'ai pas réussi à l'acheter, j'ai dû l'emprunter dans une bibliothèque heureusement bien achalandée au Havre. Vous y trouverez un chapitre qui s'appelle « L'art de gouverner ». Et vous voyez qu'Henri IV, confronté à des difficultés considérables, ce qui laisse d'ailleurs permet de mettre un peu de distance entre ce qu'on vit, parce qu'il y a d'autres moments dans l'histoire de France où il y a eu des difficultés considérables, j'ai quand même réappris, et pour tout dire en fait un peu appris, que l'excellent Henri IV avait, dans un moment de grande difficulté, conçu l'idée d'une forme de grand débat. Mais c'est vrai, de grand débat, dont il n'a d'ailleurs pas suivi tous les enseignements sur le conseil de Sully. J'ai découvert les agacements profonds d'Henri IV face au Parlement, qui était à l'époque plutôt la justice que le système parlementaire, profond. Je l'ai découvert incroyablement attaché au bon état des finances publiques, lui-même disant, et franchement ça devrait nous faire réfléchir, qu'il ne pouvait pas y avoir de réconciliation en français sans finances publiques tenues. Enfin, ça fait réfléchir, parce que c'est été écrit il y a longtemps, mais ça reste à mon avis extrêmement vrai. Et puis la dernière chose, puisque j'étais à Fontainebleau avec Jean-Paul, puis à la naissance de Renaissance, et que maintenant je suis avec François, l'édit de Nantes, c'est-à-dire au fond un texte qui, d'une certaine façon, pourrait avoir valeur constitutionnelle, l'idée qu'on organise par le droit une forme de liberté, et notamment de liberté religieuse, ce qui est totalement nouveau dans le monde de l'époque, qui ne me paraît pas complètement, là non plus, dépassé, voire déplacé, et qui sera abrogé en 1685 à Fontainebleau par Louis XIV. Bref, dans le moment où nous vivons, dans le moment où Renaissance se crée, dans le moment où nous sommes confrontés à de telles difficultés, je pense que notre objectif, celui qui nous réunit, celui sur lequel nous pouvons partager, celui sur lequel nous pouvons construire, c'est au fond l'objectif même de ces deux souverains de la Renaissance, fonder la nouvelle puissance française et réconcilier les Français. La puissance, ce n'est pas quelque chose d'hégémonique, c'est quelque chose qui sert
à faire prévaloir ses intérêts et à être à la hauteur face aux enjeux du monde. Fonder et refonder les éléments de la puissance française et réconcilier les Françaises et les Français avec eux-mêmes d'une certaine façon, et d'une certaine façon peut-être aussi avec la France. C'est ce que je nous souhaite. Merci beaucoup.